Bonjour, chers amis. Saviez-vous que près de 95% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Si vous aimez ces histoires, je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner et à laisser un like. Cela m'aide énormément. Merci d'être là. Au fait, d'où regardez-vous cette vidéo? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je m'appelle Earl Hutchinson. J'ai 52 ans. Je conduis des camions depuis près de 30 ans. J'ai commencé tout juste sorti du lycée à Anchorage, lorsque mon père m'a dit que je devais apprendre ce que signifiait le vrai travail. Mon garçon, m'a-t-il dit, debout dans la cuisine de notre petite maison sur Muldoon Road, une tasse de café à la main et les petites annonces dans l'autre, tu n'iras pas à l'université, et tu n'es pas assez intelligent pour un travail de bureau. Mais tu as des mains solides et un dos robuste. Il est temps d'apprendre à t'en servir. C'était en 1991. Ronald Reagan était encore frais dans la mémoire de tous. La guerre froide s'achevait, et l'Alaska était en plein essor grâce à l'argent du pétrole et aux travaux sur les pipelines. Le camionnage semblait être une bonne façon de gagner un salaire décent sans avoir à descendre dans les mines ou à travailler sur les plateformes pétrolières en mer. Mon père connaissait un homme qui connaissait un autre homme, qui dirigeait une petite entreprise de transport de marchandises au sud d'Anchorage. Et avant même de m'en rendre compte, j'étais inscrit dans une école de conduite de camion, apprenant à maîtriser un gros camion sur les routes impitoyables de l'Alaska. 30 ans plus tard, je suis toujours derrière le volant. Aujourd'hui, je reste surtout sur les routes de l'Alaska. D'Anchorage à Fairbanks sur la Parks Highway. Parfois, je prends la Dalton Highway jusqu'à Deadhorse lorsque le temps et l'argent le permettent. Occasionnellement, je descends vers Valdez ou vers la péninsule de Kenai. C'est un travail brutal, surtout en hiver, lorsque les températures chutent à moins 40 degrés Celsius et que le vent glacé donne l'impression d'être à la surface de Mars. Mais c'est un travail honnête, et il a mis de la nourriture sur ma table et un toit au-dessus de ma tête toutes ces années. Je travaille pour une entreprise appelée Northern Express. Je suis avec eux depuis près de 15 ans. Avant cela, j'ai changé plusieurs fois d'employeur, certains bons, d'autres moins. Certains ont fait faillite lorsque l'économie a vacillé. Northern Express est solide. Ils paient des salaires décents, entretiennent correctement leur équipement et ne poussent pas les conducteurs à enfreindre les règles de sécurité pour respecter des délais de livraison impossibles. Le propriétaire, un immigrant norvégien nommé Lars Eriksson, comprend que le camionnage en Alaska est différent de celui dans les 48 États continentaux. Ici, les distances sont plus longues, la météo plus imprévisible, et les conséquences de prendre des raccourcis peuvent être fatales. Je conduis un Peterbilt 389 de 2018, bleu et argent, avec une cabine de 70 pouces et un moteur Caterpillar CE15 qui ronronne comme un chat mécanique géant lorsqu'il est bien entretenu. Je l'appelle Bertha, bien que je ne sois pas du genre à m'attacher sentimentalement aux machines. Elle a 340 000 miles au compteur, mais Lars respecte scrupuleusement le calendrier d'entretien, et je fais mes inspections avant chaque trajet de manière religieuse. Dans ce métier, surtout en Alaska, votre camion n'est pas seulement votre moyen de subsistance. C'est votre ligne de vie. Une panne au mauvais endroit, au mauvais moment, et vous pourriez ne jamais en parler. J'ai vu des choses étranges au fil des ans. L'Alaska a une façon de vous montrer des choses qui n'ont pas de sens, surtout lorsque vous conduisez seul pendant des heures sur des routes désertes. Des orignaux qui apparaissent comme des fantômes au milieu de la route, puis disparaissent dans l'obscurité dès que vos phares les éclairent. Une météo qui change plus vite que vous ne pouvez cligner des yeux. Un ciel bleu une minute, un blizzard la suivante. Des aurores boréales qui vous font vous arrêter pour les contempler, des rideaux verts et violets dansant dans le ciel comme sortis d'un rêve. J'ai aussi rencontré des gens étranges. Des autostoppeurs marchant le long des routes isolées en plein hiver, sans équipement adéquat, comme s'ils ignoraient qu'ils étaient à 15 minutes de la mort par congélation. Des vagabonds, des prospecteurs, des vieux trappeurs qui apparaissent dans les stations-service avec des histoires folles sur ce qu'ils ont vu dans la nature sauvage. Des aînés autochtones qui parlent par énigmes et semblent connaître des secrets sur la terre qui ne sont écrits dans aucun guide. La plupart du temps, on apprend à prendre tout cela avec philosophie. L'Alaska est un endroit sauvage et immense, et il attire des personnalités tout aussi sauvages et immenses. L'État a toujours été un refuge pour ceux qui fuient quelque chose ou qui cherchent quelque chose. Et l'isolement, ainsi que les conditions difficiles, finissent par briser les gens ou les transformer en quelque chose de plus dur et de plus étrange qu'ils ne l'étaient avant. Après 30 ans sur ces routes, je pensais avoir tout vu. Mais ce qui m'est arrivé en octobre dernier sur la route 3 entre Anchorage et Fairbanks?
C'est différent. C'est quelque chose qui me réveille encore la nuit, en sueur, fixant le plafond et me demandant si ce que j'ai vécu était réel ou si j'ai enfin perdu la tête après 3 décennies à respirer des vapeurs de diesel et à écouter les conversations sur les ondes CB. C'était le 15 octobre 2023. Je me souviens de la date exactement, car c'était un dimanche, et j'espérais regarder le match de football au Murphy's Pub en rentrant en ville. Les Seahawks jouaient contre les 49 ERS, et j'avais $20 en jeu avec mon pote Mike Kowalski, qui conduit pour une entreprise concurrente. Au lieu de cela, j'ai reçu un appel de la centrale vers 16h, alors que je m'installais avec une bière et un sandwich pour regarder les préliminaires. Earl, tu es là. C'était Diane Kowalski, la femme de Mike, qui travaille à temps partiel pour Northern Express en tant que dispattrice le week-end. Diane est une bonne personne. Mariée à Mike depuis presque 20 ans, elle connaît le métier du camionnage sur le bout des doigts. Je suis là, Diane, ai-je répondu en mettant la télévision en sourdine. Qu'est-ce qu'il y a? Une course d'urgence, a-t-elle dit, et j'ai entendu la tension dans sa voix. Des fournitures médicales doivent être livrées à Fairbanks d'ici lundi matin. Du matériel hospitalier, une sorte de machine de diagnostic spécialisée qui ne peut pas attendre le calendrier de livraison habituel. J'ai posé ma bière et attrapé le carnet que je garde près du téléphone. Quel est le poids? Et où est le chargement? Environ 18 tonnes. Le chargement est chez Advanced Medical Solutions du côté sud de la ville. Ils t'attendent avant 18h. Tarif du dimanche, ai-je demandé, bien que je calculais déjà le temps de trajet dans ma tête. 4 heures jusqu'à Fairbanks si la météo coopère. 5 si ce n'est pas le cas. Double heure supplémentaire, a répondu Diane. Le client paie les tarifs d'urgence. Cela a retenu mon attention. Double heure supplémentaire signifiait un sérieux paquet d'argent. Le genre de somme qui couvrirait mon paiement mensuel pour le camion et me laisserait assez pour acheter ces nouveaux pneus que je repoussais depuis des mois. Mon ex-femme, Janet, m'avait encore fait des remarques sur les paiements de pension alimentaire. Il semblait que chaque fois que je prenais un peu d'avance financièrement, elle trouvait une raison de me rappeler que l'accord de divorce n'était pas une simple suggestion. Et Bertha avait besoin de nouveaux pneus avant que l'hiver ne s'installe vraiment. La bande de roulement s'usait, et les hivers en Alaska ne pardonnent pas aux camions avec une mauvaise adhérence. Je le prends, ai-je dit. Donne-moi les détails. Diane m'a lu l'adresse de chargement et les informations de livraison. L'hôpital général de Fairbanks, quai de réception d'urgence. Demande un certain Patterson qui attendra la marchandise. Elle m'a aussi donné les coordonnées du client et le numéro de chargement pour mon carnet de bord. Une dernière chose, Earl. Le service météo annonce un système orageux en provenance de la mer de Bering, mais ils disent qu'il n'arrivera pas avant mardi. Tu devrais avoir une route dégagée. Bien reçu, ai-je répondu. Merci, Diane. J'ai raccroché et regardé ma bière et les préliminaires du match avec nostalgie. Mike allait me taquiner pour avoir manqué le match, surtout si Seattle gagnait et que je n'étais pas là pour récupérer mes $20. Mais double heure supplémentaire, c'est double heure supplémentaire. Dans le camionnage, on prend les bonnes courses quand elles se présentent. Il y a toujours un autre match de football, mais il n'y a pas toujours un autre chèque de paie. J'ai pris une douche rapide, jeté quelques vêtements propres et des collations pour la route dans mon sac, et je me suis dirigé vers le dépôt de Northern Express pour récupérer Bertha. Le dépôt est situé dans la zone industrielle près du port, entouré d'autres entreprises de transport, de location d'équipements et de magasins de fournitures maritimes. Ce n'est pas le coin le plus joli de la ville, mais c'est pratique pour les opérations de fret. Bertha était garée à sa place habituelle près du hangar de maintenance, propre, ravitaillée et prête à partir. J'ai fait mon inspection avant le départ, vérification des pneus, des phares, de la sellette, des conduites d'air, de tout l'équipement de sécurité. Tout semblait en ordre. J'avais fait une révision complète la semaine précédente, et les mécaniciens de Northern Express connaissent leur métier. Le chargement chez Advanced Medical Solutions s'est déroulé sans accroc. L'entrepôt était une installation moderne avec de bons quais de chargement et un personnel professionnel qui savait manipuler l'équipement sensible. La machinerie de diagnostic était emballée dans des conteneurs de transport sur mesure, chacun étiqueté avec des instructions de manipulation et des informations de destination. Il a fallu environ 1 heure pour tout charger et sécuriser, en vérifiant 2 fois les sangles de fixation pour m'assurer que rien ne bougerait pendant le transport. Le manifestaire indiquait exactement ce que Diane m'avait dit, un peu plus de 18 tonnes de matériel médical, tout destiné à l'hôpital général de Fairbanks.
Les papiers étaient en règle. Aucun permis spécial requis. Aucune plaque pour matière dangereuse nécessaire. Juste une livraison de fret standard avec un délai d'urgence. J'ai quitté l'entrepôt Advanced Medical vers 18h30, juste au moment où le soleil se couchait sur les montagnes Chugach à la mi-octobre en Alaska. Le coucher de soleil arrive tôt, vers 19h30, et vous savez que vous ne reverrez pas la lumière du jour avant longtemps. La Parks Highway s'étendait devant moi, ce ruban familier d'asphalte qui traverse la nature sauvage comme une cicatrice sur le paysage. J'avais conduit sur cette route peut-être 500 fois au fil des ans. Je connaissais chaque courbe, chaque pente, chaque station-service et point de ravitaillement entre Anchorage et Fairbanks. C'est une route solitaire, surtout la nuit, mais je m'étais habitué à la solitude il y a longtemps. Certains conducteurs ne supportent pas l'isolement. Ils ont besoin du bavardage constant de la radio CB, de la musique forte ou des livres audio pour leur tenir compagnie. Moi, j'ai toujours préféré le silence. Cela vous donne le temps de réfléchir, de traiter les événements de la journée, de planifier le lendemain. La première heure s'est déroulée sans accroc. La circulation était légère, juste quelques voitures se dirigeant vers le nord, probablement des gens qui prenaient de l'avance sur leur semaine de travail. La plupart des touristes avaient disparu en octobre. Les visiteurs d'été étaient retournés d'où ils venaient, laissant l'Alaska aux gens qui y vivent toute l'année. J'avais la radio CB réglée sur le canal 19, écoutant les conversations occasionnelles des autres conducteurs. Un gars dans un camion de fret se plaignait des retards de construction près du parc Denali, mais c'était encore à des heures de route devant moi. Un autre conducteur donnait un bulletin météo depuis la péninsule de Kenai, signalant de légères chutes de neige, mais de bonnes conditions routières. Rien qui n'affecterait ma route. La température était stable autour de 2 degrés Celsius, juste au-dessus du point de congélation, mais pas assez froide pour créer du verglas sur les routes. Aucune précipitation prévue avant mardi, selon le National Weather Service. Des conditions parfaites pour conduire de nuit avec une lourde charge. Je me suis arrêté pour faire le plein à la grande station-service de Wasilla vers 20h30. C'est l'un des principaux arrêts sur la Parks Highway, avec plusieurs pompes à diesel, un bon restaurant, des toilettes propres et une bonne sélection de collations et de fournitures pour la route. J'ai fait le plein des 2 réservoirs, vérifié les niveaux d'huile et de liquide de refroidissement, et attrapé un thermos de café et un sandwich au jambon pour la route. Pendant que je faisais le plein, j'ai croisé un autre conducteur de Northern Express, un gars nommé Tommy Nakamura, avec qui j'avais travaillé de temps en temps depuis environ 10 ans. Tommy se dirigeait vers le sud avec un chargement de bois de Fairbanks et a dit que les routes étaient dégagées jusqu'en bas. « Comment ça se présente vers le nord ?» ai-je demandé. « Aussi bien que possible pour octobre » a répondu Tommy. « Un peu de brouillard dans les vallées, mais rien que tu ne puisses gérer. Ça devrait être une route tranquille. » Nous avons discuté quelques minutes de plus des affaires de l'entreprise, des changements récents dans les réglementations fédérales sur le camionnage, et du calendrier hivernal à venir. Tommy a mentionné que Lars cherchait à embaucher quelques conducteurs supplémentaires pour la saison hivernale. Les affaires reprenaient avec les compagnies pétrolières qui se préparaient à une augmentation des travaux de maintenance des pipelines. Je suis remonté d'Amberta vers 21h et j'ai repris la route. Le tronçon suivant de l'autoroute traverse certains des plus beaux paysages de l'Alaska, des collines ondulantes couvertes de forêts de bouleaux et d'épicéas, avec la chaîne de l'Alaska visible au loin les jours clairs. La nuit, ce n'est que l'obscurité au-delà de la portée de vos phares. Mais vous pouvez sentir l'immensité là-bas, le poids de toute cette nature sauvage qui vous entoure. Vers le kilomètre 187, juste au sud de Talkeetna, j'ai commencé à remarquer le brouillard qui s'installait. Il est arrivé rapidement, comme il le fait parfois dans les vallées fluviales. Des doigts blancs épais rampant sur l'autoroute comme quelque chose de vivant. J'ai ralenti de 110 km/h à environ 90 km/h, allumé mes phares anti-brouillard et me suis installé pour une conduite plus prudente. Le brouillard est l'une des conditions de conduite les plus délicates que l'on rencontre dans le camionnage en Alaska. Ce n'est pas comme la neige ou la glace, où au moins vous voyez ce que vous affrontez. Le brouillard est trompeur. Il peut sembler léger et gérable de loin, puis soudain devenir épais comme du coton lorsque vous êtes au milieu, et il a tendance à venir et à partir par plaques, ce qui signifie que votre visibilité peut passer de 400 mètres à 3 mètres en quelques secondes. Vous ne vous précipitez pas lorsque la visibilité chute ainsi. Pas avec 18 tonnes de matériel médical délicat derrière vous. Le chargement valait plus que mon salaire annuel, et l'hôpital comptait sur lui pour être livré en parfait état.
Mieux vaut arriver un peu en retard que d'arriver avec une remorque pleine d'équipements brisés parce que j'ai essayé de maintenir une vitesse d'autoroute dans des conditions dangereuses. C'est alors que je l'ai vu. Il se tenait sur le bas-côté, juste à la sortie de Talkeetna, là où le brouillard était le plus épais. Un grand gars, peut-être 1,85 m, vêtu d'une veste sombre et d'un jean, le pouce levé, dans la posture classique de l'autostoppeur, bien qu'il ne fasse pas vraiment d'effort pour m'arrêter, se contentant de rester là, le pouce tendu, comme s'il savait que quelqu'un finirait par s'arrêter. Maintenant, je ne prends généralement pas de passagers. La politique de l'entreprise le décourage pour des raisons de responsabilité, et on ne sait jamais quel genre d'ennui on pourrait inviter dans sa cabine. J'ai entendu des histoires d'autres conducteurs sur des autostoppeurs qui se sont avérés être des voleurs, ou pire, des gens qui attendent que des âmes charitables s'arrêtent pour les voler ou leur voler leur camion. Ce n'est pas courant, mais cela arrive assez souvent pour qu'on soit prudent. Mais quelque chose chez ce gars m'a fait ralentir. Peut-être la façon dont il se tenait là, si immobile, comme s'il attendait depuis des heures sans s'impatienter ni se décourager. Peut-être le brouillard qui tournoyait autour de lui, lui donnant une apparence presque fantomatique dans mes phares. Ou peut-être était-ce simplement que j'avais conduit seul depuis 3 heures et que je ne serais pas contre un peu de compagnie pour le long trajet à venir. L'autre chose, c'était l'emplacement. Talkeetna est une petite ville, peut-être 800 habitants, et ce n'est pas exactement un lieu de passage pour les voyageurs occasionnels. Toute personne se tenant sur l'autoroute à l'extérieur de Talkeetna, en pleine nuit, en octobre, soit y vivait, soit avait une sacrée bonne raison d'y être. Et s'il y vivait, il savait probablement assez de choses sur la survie en Alaska pour ne pas se tenir là sans équipement adéquat, à moins qu'il ne soit dans un vrai pétrin. Je me suis arrêté environ 15 mètres plus loin que lui, les freins à air sifflant alors que je faisais arrêter le gros camion. Dans mon rétroviseur, je l'ai vu trotter jusqu'à la portière passager. Il bougeait un peu raide, comme si ses articulations ne fonctionnaient pas tout à fait correctement, mais j'ai pensé que c'était probablement parce qu'il avait attendu dans le froid pendant un certain temps. Lorsqu'il est monté à la portière, j'ai eu mon premier bon aperçu de lui à travers la vitre. Il était plus jeune que je ne l'avais cru de loin, peut-être au début de la trentaine, avec des cheveux foncés et une peau pâle. Rasé de près, contrairement à beaucoup des vagabonds et des travailleurs saisonniers que l'on voit faire de l'autostop par ici. Ses vêtements étaient aussi soignés. Pas flambant neufs, mais propres et bien entretenus. Une veste bleue foncée qui semblait être en laine, un bon jean, des bottes décentes. Pas le genre d'équipement que l'on s'attendrait à voir sur quelqu'un qui vivrait dans la rue ou voyagerait avec un budget serré. Ce qui m'a le plus frappé, ce sont ses yeux. Sombres, presque noirs, et ils avaient une intensité, comme s'ils vous regardaient à travers, vers autre chose, mais pas de manière menaçante, plutôt comme s'ils portaient des pensées lourdes et essayaient de trouver comment les exprimer. « Merci de vous être arrêté », a-t-il dit lorsque j'ai baissé la vitre. Sa voix était calme, polie, avec juste une pointe de ce qui aurait pu être un accent de l'Alaska. « J'apprécie vraiment. »« Où allez-vous » ai-je demandé. « Fairbanks » a-t-il répondu. « Je rentre à la maison. » Eh bien, c'était pratique. Même direction que moi, et cela me donnerait quelqu'un à qui parler pendant le long trajet à travers le parc Denali et au-delà. Je lui ai dit de monter, et il l'a fait, s'installant sur le siège passager avec un soupir reconnaissant. Il portait un petit sac de voyage, en toile verte olive, qui semblait être du surplus militaire. Il l'a posé entre ses pieds et a bouclé sa ceinture de sécurité. « Je m'appelle Danny », a-t-il dit en me tendant la main. « Danny Morrison. »« Earl Hutchinson », ai-je répondu en lui serrant la main. Sa poignée était ferme, mais sa peau était froide. Vraiment froide, comme s'il avait attendu dehors pendant des heures, ce qui était probablement le cas, étant donné l'endroit et l'heure de la nuit. « Vous attendez depuis longtemps ?» ai-je demandé en remettant le camion en marche et en repartant sur l'autoroute. « Plus longtemps que je ne l'aurais voulu », a-t-il répondu avec un petit sourire. « Ma voiture est tombée en panne à environ 16 km d'ici. Mon téléphone est mort. Et vous savez comment c'est par ici. Pas beaucoup de circulation à cette heure de la nuit. Je savais exactement comment c'était. On pouvait être bloqué pendant des heures sur certains de ces tronçons, surtout par un temps comme celui-ci. Le brouillard s'épaississait pendant que nous parlions, et je pouvais sentir la température baisser. Selon le thermomètre du tableau de bord, elle était descendue à 0 degrés Celsius, juste au point de congélation. « Vous avez de la chance que je sois passé alors », ai-je dit. « Oui », a-t-il répondu en regardant le brouillard tournoyer dans les faisceaux des phares. « Vraiment de la chance.
Pendant les premiers kilomètres après avoir pris Danny, nous n'avons pas beaucoup parlé. Il était assis silencieusement, regardant à travers le pare-brise tandis que le brouillard tournoyait autour de nous. J'avais la radio baissée, juste une station de rock classique d'Anchorage jouant des Eagles et Fleetwood Mac, et la CB était silencieuse, à part les occasionnelles rafales de parasites. Le brouillard rendait la conduite plus difficile que je ne l'avais prévu. Il semblait s'épaissir au lieu de se dissiper, et il commençait à geler sur le pare-brise en fine couche que les essuie-glaces ne pouvaient pas tout à fait enlever. J'ai dû utiliser plus fréquemment le lave-glace, et j'ai augmenté le désembueur au maximum pour garder l'intérieur de la vitre claire. « Vous conduisez souvent sur cette route ?» a demandé Danny après que nous ayons roulé pendant environ 20 minutes. 3, 4 fois par semaine, ai-je répondu. Je le fais depuis des années. Le camionnage en Alaska est un petit monde. Les mêmes routes, les mêmes arrêts, les mêmes visages dans les stations-service et les quais de chargement. Ça doit être solitaire, a-t-il dit. Parfois, ai-je admis, mais je m'y suis habitué. Certains conducteurs ont besoin de bruit constant, de stimulation constante. Moi, j'aime le calme. Ça donne le temps de réfléchir. À quoi pensez-vous ? A demandé Danny. Et il y avait quelque chose dans sa voix, une curiosité sincère, comme si ma réponse comptait vraiment pour lui. À la vie, je suppose. À la famille, aux choses que j'aurais dû faire différemment. Aux choses dont je suis content de les avoir faites comme je les fais. Les trucs habituels. Danny a hoché la tête. Vous avez de la famille à Anchorage ? Ex-femme, ai-je dit. Divorcée depuis environ 8 ans. Pas d'enfant. Et vous ? Vous êtes de Fairbanks à l'origine ? Né et élevé là-bas. Je suis parti pendant un moment, mais je rentre à la maison maintenant, a-t-il répondu. Vous savez comment c'est. L'Alaska vous entre dans le sang. Difficile de rester loin trop longtemps. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. J'étais parti une fois, dans mes 20 ans, j'avais essayé de m'en sortir à Seattle en conduisant des camions de livraison pour un distributeur de boissons. L'argent était meilleur et le temps plus clément. Mais j'avais tenu environ 2 ans avant de revenir en rampant en Alaska. Il y a quelque chose dans cet endroit, quelque chose dans l'immensité et la sauvage qui vous pénètre. Une fois que vous êtes alaskien, vous l'êtes toujours, peu importe où vous allez ou combien de temps vous restez absent. Que faites-vous dans la vie ? Ai-je demandé. Danny a été silencieux un moment, fixant le brouillard. Construction, a-t-il dit finalement. Principalement des travaux sur les pipelines. Je viens de terminer un travail au Texas. Prêt à revenir à un vrai hiver, vous savez. J'ai ri. Le vrai hiver arrive. Bien, a dit Danny. J'ai manqué la neige. C'était un sentiment que je pouvais comprendre. Après avoir passé du temps dans des climats plus chauds, il y a quelque chose dans l'hiver de l'Alaska qui commence à se sentir comme chez soi, d'une manière qu'aucune autre saison ne peut égaler. Le silence d'un paysage enseveli sous 90 cm de neige. La façon dont les aurores boréales dansent dans le ciel étoilé. Le sentiment d'être connecté à quelque chose d'ancien et d'élémentaire que la civilisation moderne a en grande partie oublié. Nous avons continué à rouler à travers le brouillard, les kilomètres défilant sous nos roues. L'autoroute était presque déserte. Nous avons croisé peut-être 3 véhicules dans l'heure suivante, tous se dirigeant vers le sud, vers Anchorage. La CB est restée silencieuse, à part les occasionnelles rafales de parasites et un bulletin météo d'un conducteur quelque part au nord de nous, signalant un ciel dégagé et de bonnes conditions routières. Vers 22h30, nous avons traversé la petite ville de Talkeetna elle-même. La plupart des bâtiments étaient sombres, les boutiques pour touristes et les restaurants fermés pour la saison. Quelques maisons montraient des lumières à leurs fenêtres, et je pouvais voir la lueur du Mac's Fireseed Lounge, qui reste ouvert toute l'année pour les locaux. Mais pour l'essentiel, la ville semblait boutonnée pour l'hiver, attendant que la neige arrive et la transforme en une image de carte de Noël. Vous êtes déjà arrêté à Talkeetna, ai-je demandé à Danny. Pas depuis longtemps, a-t-il répondu. Je venais ici enfant avec mes parents. Mon père aimait pêcher dans la rivière Susitna, et ma mère aimait flâner dans les boutiques de cadeaux. Des temps plus simples. Il y avait une note de nostalgie dans sa voix, une touche de perte ou de regret qui m'a fait le regarder. Il fixait toujours le pare-brise, mais son expression avait changé. Il avait l'air plus âgé, d'une certaine manière, fatigué d'une façon qui n'avait rien à voir avec l'heure tardive. Ils sont encore là, ai-je demandé. Vos parents ? Je l'espère, a-t-il dit doucement. C'est en partie pour ça que je rentre.
J'ai besoin de régler certaines choses. Je n'ai pas insisté pour plus de détails. Tout le monde a ses drames familiaux, ses regrets, ses affaires inachevées. Parfois, un long trajet donne aux gens l'espace pour parler de choses qu'ils n'aborderaient pas normalement, mais on ne peut pas forcer. Si Danny voulait partager plus sur sa situation, il le ferait. Sinon, c'était ses affaires. Le brouillard a commencé à se lever un peu alors que nous gagnions en altitude en direction du parc Denali. J'ai pu augmenter la vitesse jusqu'à environ 100 km/h, bien que je gardais un œil attentif sur les conditions routières. La température était descendue à moins 2 degrés Celsius, assez froid pour que toute humidité sur la chaussée puisse se transformer en verglas sans avertissement. « Vous êtes resté loin de chez vous longtemps ?» ai-je demandé. « 15 ans, a dit Danny. Trop longtemps. Cela semblait être une longue absence, surtout si ses parents étaient encore en vie et vivaient au même endroit. Mais les gens ont leur raison de partir et leur raison de revenir. Peut-être qu'il avait eu une dispute avec sa famille. Ou peut-être que le travail l'avait simplement emmené ailleurs. Le métier de la construction de pipeline a tendance à déplacer les gens. Ça doit être un grand changement de revenir après tout ce temps, ai-je dit. Tout est différent, a dit Danny. Mais en même temps, tout est pareil. Vous savez, les montagnes, les rivières, l'odeur de l'air quand il va neiger. Certaines choses ne changent pas, peu importe le temps qui passe. Vers 23h15, nous nous sommes arrêtés pour faire le plein dans une petite station-service juste à l'extérieur de Cantwell. Ce n'est pas un endroit impressionnant, juste quelques pompes à diesel, un magasin de commodités et un dîner qui sert un café assez fort pour réveiller les morts. Mais c'est l'un des rares endroits pour faire le plein sur ce tronçon d'autoroute, et c'est toujours un endroit fiable pour faire une pause et vérifier son équipement. Danny a dit qu'il nous prendrait du café pendant que je faisais le plein et que je faisais une inspection rapide de la charge. J'ai fait le tour de la remorque, vérifiant les sangles de fixation et m'assurant que rien n'avait bougé pendant la première partie du trajet. Tout semblait en ordre. Le matériel médical était bien fixé et sécurisé. Lorsque Danny est revenu avec 2 grands gobelets et un sac de beignets, j'étais en train de terminer mon inspection. Le café était chaud et noir, exactement comme je l'aime, et les beignets étaient assez frais pour être encore tièdes. Merci pour ça, ai-je dit en acceptant le café avec reconnaissance. Tu n'étais pas obligé de payer. C'est le moins que je puisse faire, a dit Danny. Tu m'as sauvé d'une longue et froide nuit sur le bas-côté de la route. Nous sommes remontés dans la cabine et avons repris la route. Le brouillard s'était en grande partie dissipé, bien qu'il y avait encore des bancs de brume basse dans certaines vallées. La température s'était stabilisée à environ moins 3 degrés Celsius, froid, mais pas dangereusement. Au-dessus de nous, le ciel était assez dégagé pour voir les étoiles, et j'ai aperçu les premières lueurs des aurores boréales commençant à danser à l'horizon nord. Regardez ça, ai-je dit en pointant vers l'aurore. Danny a suivi mon regard et a souri. Le premier sourire sincère que je lui avais vu toute la soirée. Magnifique, a-t-il dit. J'avais oublié à quel point c'était beau. On ne voit pas ça au Texas, ai-je dit. Non, a-t-il acquiescé. On ne voit pas beaucoup de choses au Texas qu'on voit ici. Nous faisions bon temps maintenant, roulant dans la nuit à une vitesse constante de 105 km/h. La route était principalement droite dans cette section, traversant une vaste plaine parsemée de petits lacs et de bosquets. Au loin, je pouvais distinguer la silhouette du Denali, le pic massif brillant faiblement à la lueur des étoiles. Parlez-moi du travail sur les pipelines, ai-je dit. J'ai transporté de l'équipement vers le North Slope, mais je n'ai jamais vraiment travaillé dans ce secteur. Danny semblait heureux d'avoir quelque chose à raconter. Il m'a parlé des différents projets sur lesquels il avait travaillé, des défis de la construction dans des climats extrêmes, de la camaraderie entre les travailleurs qui passent des mois dans des camps isolés. Il avait aussi de bonnes histoires. Des incidents amusants impliquant des pannes d'équipement, des rencontres avec la faune, des retards dus à la météo qui se transformaient en fêtes improvisées. L'argent est bon, a-t-il dit, mais c'est une vie difficile. De longues heures, des conditions dangereuses, des mois loin de chez soi, ça use les relations, la santé, le sens de qui on est en dehors du travail. Est-ce pour ça que vous revenez en Alaska, ai-je demandé. Vous en avez assez de cette vie? Danny a été silencieux un moment. J'en ai assez de fuir, a-t-il dit finalement. Il arrive un moment où il faut affronter les choses qu'on a évitées. Régler les erreurs qu'on a commises. Il y avait quelque chose dans sa voix, un poids de regret ou de culpabilité qui m'a fait penser qu'il y avait plus à son histoire que le simple épuisement professionnel. Mais encore une fois,
je n'ai pas insisté. Nous avons tous nos démons, nos luttes privées qui ne se prêtent pas à une conversation légère avec des inconnus. Vers 1h30, nous avons commencé à voir la lueur de Fairbanks au loin. Ce n'est pas une grande ville selon les normes des 48 États continentaux. Peut-être 30 000 habitants dans la ville proprement dite, peut-être le double si on compte les environs. Mais après des heures de conduite dans une nature sauvage vide, ces lumières de la ville sont une vue bienvenue. Presque arrivé, ai-je dit. Oui, a dit Danny, mais il y avait quelque chose dans sa voix, une nervosité ou une incertitude qui n'y était pas auparavant. Presque à la maison. Ça va, ai-je demandé. Tu as l'air un peu nerveux. Danny a esquissé un sourire faible. C'est juste, ça fait longtemps. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je pouvais comprendre cela. Rentrer chez soi après une longue absence peut être plus stressant que de partir en premier lieu. Les gens changent, les lieux changent, et parfois le foyer que vous vous souvenez n'existe plus, sauf dans votre mémoire. Ta famille sait que tu arrives, ai-je demandé. Non, a dit Danny. Je voulais que ce soit une surprise. Cela pouvait aller dans les deux sens, selon les circonstances de son départ et les relations qu'il avait laissées derrière lui. Les retours surprises sont formidables dans les films, mais dans la vraie vie, ils peuvent être compliqués, surtout s'il y avait eu des conflits non résolus ou des sentiments blessés. Nous avons atteint les faubourgs de Fairbanks vers 2 heures. La ville était endormie, seules quelques entreprises de nuit montraient encore des lumières. Je connaissais le chemin vers l'hôpital Parker, nord sur la Parks Highway, puis sur College Road jusqu'au centre médical. Le quai de livraison serait ouvert 24 heures sur 24 pour les expéditions d'urgence comme celle-ci. L'hôpital d'abord, ai-je dit à Danny. Ensuite, je te déposerai chez tes parents. Pas de précipitation, a-t-il répondu. J'ai attendu si longtemps. 1 heure de plus ne changera rien. La livraison à l'hôpital général de Fairbanks s'est déroulée sans accroc. Le quai de chargement était bien éclairé et correctement équipé. Même à cette heure indue, un certain Patterson m'attendait, comme Diane l'avait dit. Il avait une équipe de techniciens prêts à décharger l'équipement de diagnostic et à le transporter immédiatement là où il était nécessaire. Il a fallu environ 45 minutes pour tout décharger et compléter les papiers. J'ai fait mon inspection habituelle après la livraison, vérifiant tout dommage éventuel à la remorque ou problème avec le camion qui aurait pu survenir pendant le trajet. Tout semblait en ordre. Bertha avait fonctionné sans faille, comme toujours lorsqu'elle est bien entretenue. Danny a attendu dans la cabine pendant tout le processus de déchargement, somnolent par intermittence sur le siège passager. Je pouvais le voir dans le rétroviseur, la tête appuyée contre la vitre, mais son sommeil semblait agité. Toutes les quelques minutes, il changeait de position ou murmurait quelque chose entre ses dents. Lorsque je suis remonté sur le siège conducteur, il s'est réveillé immédiatement, comme s'il avait écouté mon retour. « Tout est fait ?» a-t-il demandé en se frottant les yeux. « Tout est fait ?» ai-je confirmé. « Maintenant, rentrons te ramener chez toi. » J'avais recherché la Sty Highway sur mon GPS pendant que nous déchargions, et je pouvais voir la zone générale que Danny avait décrite. La route traversait le nord-est de la ville, traversant la rivière Shena à environ 19 km de là. De là, elle continuait vers Central et l'ancien pays minier. J'ai supposé que Birchland devait être l'une de ces routes résidentielles qui bifurquaient vers les anciennes fermes. « Tu es sûr de te souvenir du chemin ?» ai-je demandé en quittant le parking de l'hôpital. « Ça fait 15 ans. »« Je pourrais le trouver les yeux fermés », a dit Danny avec assurance. « Certaines choses, on ne les oublie pas. » Nous avons traversé la ville endormie et sommes sortis sur la Sty Highway. Fairbanks à 3 heures du matin est un endroit différent de Fairbanks pendant la journée. Les rues sont vides, à l'exception d'une patrouille de police occasionnelle ou d'un chasse-neige se préparant pour la saison hivernale. La plupart des commerces sont sombres, leurs enseignes au néon éteintes pour la nuit. Même les bars avaient fermé à 7 heures, ne laissant que les stations-service ouvertes 24 heures sur 24 et la salle d'urgence de l'hôpital montrer des signes de vie. Danny semblait plus alerte maintenant, assis bien droit et regardant les repères familiers défiler. Il a pointé quelques endroits dont il se souvenait. Une station-service où il achetait des bonbons enfants. Un petit dîner qui était apparemment l'endroit préféré de sa famille pour le petit déjeuner du dimanche. Un pont sur la rivière Shena où il a dit avoir attrapé son premier saumon. « Merci de faire ça », a-t-il dit alors que nous traversions le pont sur la rivière. La plupart des conducteurs ne feraient pas un détour comme celui-ci. « Pas de problème », ai-je répondu. « Ce n'est pas si loin de mon chemin, et je ne suis pas pressé de retourner à Anchorage. »
La route au-delà de la rivière était plus sombre et plus isolée que les rues de la ville. Les réverbères ont laissé place à la forêt, et la seule lumière venait de mes phares coupant l'obscurité. Cette partie de l'autoroute dessert certaines des zones résidentielles les plus anciennes autour de Fairbanks, des endroits où les gens ont construit des fermes à l'époque où l'Alaska était encore un territoire et où la terre était bon marché pour quiconque était prêt à la défricher et à la travailler. Alors, quel est le plan quand tu rentreras chez toi, ai-je demandé. Juste frapper à la porte et les surprendre? Danny a été silencieux un moment. Je suppose, oui. Je sais que ça semble fou de débarquer au milieu de la nuit après 15 ans, mais je ne pouvais pas attendre jusqu'au matin. J'ai pensé à ce moment depuis si longtemps, et maintenant que j'y suis enfin. Ils vont être choqués, ai-je dit. Mais probablement de manière positive. Les parents ne cessent jamais de s'inquiéter pour leurs enfants, peu importe leur âge ou le temps qu'ils ont passé loin. J'espère, a dit Danny. Mais il y a encore cette incertitude dans sa voix. Beaucoup de choses se sont passées avant que je ne parte. Des mots ont été dits. Des sentiments ont été blessés. Je ne suis pas sûr qu'ils seront heureux de me voir. Quel genre de choses, ai-je demandé, puis j'ai immédiatement regretté la question. Désolé, ce ne sont pas mes affaires. C'est bon, a dit Danny. C'était surtout une question d'argent, de responsabilité et des choix que je faisais. Mon père pensait que je gaspillais ma vie, que je traînais avec les mauvaises personnes, que je ne vivais pas à la hauteur de mon potentiel. Il voulait que j'aille à l'université, que j'obtienne un diplôme, que je fasse quelque chose de moi-même. Et toi, tu ne voulais pas faire ça? Danny a haussé les épaules. J'avais 18 ans. Je pensais tout savoir. L'université me semblait être une perte de temps alors que je pouvais gagner de l'argent en travaillant dans la construction ou sur les champs pétrolifères. De plus, je sortais avec une fille que mes parents n'approuvaient pas, et je passais trop de temps à faire la fête avec des amis qu'ils considéraient comme de mauvaises influences. C'était une histoire familière. Je l'avais vu se répéter des dizaines de fois au fil des ans. Des jeunes en Alaska pris entre les attentes traditionnelles de leur famille et la culture du « tout est permis » que l'économie boom-and-bust de l'État tend à créer. L'argent du pétrole et les travaux sur les pipelines attirent des jeunes hommes cherchant à gagner de l'argent rapidement, sans diplôme universitaire. Et l'isolement ainsi que les conditions difficiles créent une sorte de mentalité de frontière où les règles et la sagesse conventionnelle ne s'appliquent pas toujours. Quelle a été la goutte d'eau, ai-je demandé. Danny a été silencieux pendant plusieurs minutes, fixant la forêt sombre qui défilait à l'extérieur de la vitre passager. Lorsqu'il a finalement parlé, sa voix était à peine plus qu'un murmure. Le réveillon de Noël, 1993. J'étais sorti toute la nuit avec mes amis, à boire et à faire les fous. Je suis rentré ivre vers 4 heures du matin. J'ai réveillé toute la maison. Mon père m'attendait dans la cuisine, et il était furieux. Il a dit qu'il en avait assez de mon comportement, assez de trouver des excuses pour moi, assez de me voir gaspiller chaque opportunité qu'il avait travaillé dur pour me donner. Danny s'est interrompu, et j'ai pu le voir avaler difficilement à la lueur des lumières du tableau de bord. Il a dit que si je ne pouvais pas respecter sa maison et ses règles, alors je n'étais plus le bienvenu. Il m'a dit de faire mes valises et de partir. Il a dit que je pouvais revenir quand je serais prêt à grandir et à me comporter comme un adulte responsable. Et tu es parti. Je suis parti, a dit Danny. J'ai mis tout ce que je possédais dans ma voiture et je suis parti. J'étais si en colère, si sûr qu'il avait tort et que j'avais raison. Je pensais lui montrer, prouver que je pouvais m'en sortir seul, sans son aide ni son approbation. Mais tu n'es jamais revenu. Danny a secoué la tête. J'étais trop fier, trop obstiné. Je me disais que je reviendrais quand j'aurais fait quelque chose de moi-même, quand je pourrais prouver que sa façon n'était pas la seule. Mais les années passaient, et il devenait de plus en plus difficile de passer ce coup de fil ou d'écrire cette lettre. Finalement, il m'a semblé que trop de temps avait passé, que trop d'eau avait coulé sous les ponts. Je comprenais ce sentiment. La fierté est une chose puissante, et parfois elle peut vous piéger dans des schémas de comportement bien après qu'ils aient cessé d'avoir un sens. Je l'avais vu avec mon propre père, qui est mort 5 ans plus tôt sans que nous ayons jamais vraiment résolu certaines de nos différences. Plus on vieillit, plus on réalise que avoir raison n'est pas toujours plus important que rester connecté aux gens qu'on aime. Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé. Qu'est-ce qui t'a finalement décidé à revenir? Danny a été silencieux à nouveau, et j'ai commencé à penser qu'il n'allait pas répondre. Puis il a dit, j'ai fait un rêve sur eux, sur mes parents. Ils se tenaient dans la cuisine de notre ancienne maison,
et ils avaient exactement la même apparence que la dernière fois que je les avais vus. Ma mère faisait du café, et mon père lisait le journal à la table de la cuisine, et il m'attendait. Il t'attendait ? Dans le rêve, je pouvais les voir à travers la fenêtre, mais je ne pouvais pas entrer. J'ai essayé la porte, mais elle était verrouillée. J'ai frappé et je les ai appelés, mais ils ne pouvaient pas m'entendre. Ils continuaient à attendre, comme s'ils savaient que j'arrivais, mais ne comprenaient pas pourquoi je n'entrais pas. La voix de Danny était devenue plus douce alors qu'il me parlait du rêve. Et il y avait quelque chose dans son ton qui m'a fait dresser les poils sur la nuque. Ce n'était pas seulement de la tristesse ou du regret. Il y avait autre chose, quelque chose qui sonnait presque comme de la peur. J'ai fait ce rêve 3 nuits de suite, a-t-il continué. Et chaque nuit, ils avaient l'air un peu plus inquiets, un peu plus tristes, comme s'ils commençaient à penser que je ne rentrerais peut-être jamais. Alors, j'ai décidé de ne plus attendre. J'ai quitté mon travail au Texas, j'ai vendu tout ce que je possédais sauf ce qui tenait dans ma voiture, et j'ai commencé à conduire vers le nord. J'ai été sur la route pendant 6 jours, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était de rentrer avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pourquoi ? Danny n'a pas répondu immédiatement. Lorsqu'il l'a fait, sa voix était si douce que je l'ai à peine entendue par-dessus le bruit du moteur diesel. Je ne sais pas. J'avais juste ce pressentiment que si je ne rentrais pas bientôt, je perdrais ma chance pour toujours. Environ 8 km après le pont, Danny m'a dit de commencer à chercher Birchland sur le côté droit. J'ai ralenti et scruté le bord de la route, à la recherche d'un panneau de rue, d'une boîte aux lettres ou de quoi que ce soit qui pourrait indiquer une route secondaire. La zone était densément boisée, avec de grands épicéas et bouleaux serrés contre l'autoroute. Dans l'obscurité, il était difficile de distinguer beaucoup de détails au-delà de ce que mes phares éclairaient. Ça devrait être par ici, a dit Danny, se penchant en avant et regardant à travers le pare-brise. Mon père a construit notre maison en retrait dans les arbres pour l'intimité, mais il devrait y avoir une boîte aux lettres près de la route. J'ai conduit un autre kilomètre sans voir quoi que ce soit qui ressemble à une route résidentielle ou à une allée. Le GPS montrait que nous étions dans la bonne zone générale, mais il n'y avait aucun panneau de rue ou marqueur visible dans mes phares. « Tu es sûr de l'emplacement ?» ai-je demandé. « Peut-être que c'est un peu plus loin. » Danny a froncé les sourcils, pressant son visage plus près de la vitre passager. « Non, ça devrait être ici. J'ai conduit sur cette route 1000 fois. Peut-être que le panneau est tombé ou peut-être qu'ils ont changé le nom. Et c'est cette ouverture là-bas. » J'ai vu ce qu'il voulait dire. Une brèche dans les arbres qui aurait pu être une allée ou une très petite route. Pas de panneau, pas de boîte aux lettres, juste un chemin de terre disparaissant dans les bois. Ce n'était pas grand-chose, mais après tout, beaucoup des anciennes fermes en Alaska sont accessibles par des routes qui qualifient à peine de sentiers. « Tu veux que j'essaie de monter là-haut ?» ai-je demandé. « Je ne suis pas sûr de pouvoir faire demi-tour avec ce camion si c'est une impasse. »« Vas-y doucement » a dit Danny. « Si ça devient trop étroit, je peux marcher d'ici. Je connais ces bois. » J'ai quitté l'autoroute et pris le chemin de terre. Il était à peine assez large pour le camion, avec des branches d'arbres grattant contre les côtés de la remorque. La surface était rugueuse, pleine de nids de poules et d'ornières qui faisaient rebondir et osciller la cabine. J'ai gardé la vitesse à environ 8 km/h, surveillant attentivement tout signe que la route allait se rétrécir davantage ou que j'approchais d'une impasse. Le chemin serpentait à travers la forêt sur environ 400 mètres, montant progressivement en pente et tournant vers la droite. Je commençais à m'inquiéter de faire demi-tour avec le gros camion lorsque les arbres se sont soudainement ouverts sur une petite clairière. Ce que j'ai vu là m'a fait freiner et fixer. Il y avait les restes de ce qui aurait pu être une maison, une fondation en béton et quelques poutres dispersées, en grande partie envahies par les broussailles et les mauvaises herbes, mais clairement anciennes, abandonnées depuis des années, peut-être des décennies. La fondation était fissurée et partiellement effondrée, et les quelques morceaux de bois restants étaient gris et usés par les intempéries. La nature avait commencé le processus de récupération du site, avec de petits bouleaux et épicéas poussant à travers ce qui avait autrefois été le plancher de la maison. Je ne pense pas que ce soit le bon endroit, ai-je dit en me tournant vers Danny. Ça a l'air d'être abandonné depuis longtemps. Mais Danny fixait les ruines avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Son visage était pâle à la lueur des lumières du tableau de bord, et ses mains étaient serrées en poing sur ses genoux. « C'est ici » a-t-il dit doucement. « C'est chez moi. »« Danny, il n'y a rien ici » ai-je dit gentiment. « Peut-être que tu penses à une autre route. » Il est facile de se tromper dans le noir,
surtout après avoir été absent si longtemps. Il a secoué la tête lentement, sans jamais détourner les yeux des ruines. Non, c'est ici. Je reconnais ce grand boulot là-bas et la façon dont la clairière s'ouvre vers le ruisseau. C'est définitivement ici. J'ai regardé où il pointait. Il y avait effectivement un grand boulot au bord de la clairière, son écorce blanche fantomatique dans mes phares. Et maintenant qu'il en parlait, je pouvais entendre le son de l'eau qui coule quelque part dans l'obscurité au-delà de la clairière, probablement le ruisseau qu'il avait mentionné. « Quand es-tu venu ici pour la dernière fois ?» ai-je demandé avec précaution. Danny a été silencieux pendant un long moment, fixant toujours les ruines. « Le réveillon de Noël » a-t-il dit finalement. 1993, la nuit où je suis parti. C'était il y a 30 ans. Beaucoup de choses peuvent arriver à un endroit en 30 ans, surtout ici où les hivers sont brutaux et les étés courts. Les bâtiments peuvent s'effondrer. Les familles peuvent déménager ou disparaître. Mais il semblait étrange qu'il n'y ait aucune trace d'habitation récente, aucune indication que quelqu'un était venu ici récemment pour entretenir la propriété, ou au moins la surveiller. « Danny » ai-je dit doucement, « es-tu sûr que tes parents vivent encore ici ?» 30 ans, c'est long. Peut-être qu'ils ont déménagé en ville. Ou peut-être qu'ils... Ils sont ici, a-t-il dit fermement. Ils doivent être ici. Où iraient-ils? C'est leur maison. Ils l'ont construite de leurs propres mains. Je ne savais pas quoi répondre à cela. La clairière était clairement abandonnée. Depuis des années, à en juger par son apparence. Mais Danny semblait si certain, si déterminé à croire que ses parents étaient encore là, quelque part. « Écoute, ai-je dit, pourquoi ne pas te ramener en ville? Tu pourras passer quelques coups de fil demain matin, vérifier avec les renseignements, peut-être contacter des parents qui pourraient savoir où sont tes parents maintenant. » Mais Danny attrapait déjà la poignée de la portière. « Non, ils sont ici. Ils doivent l'être. J'ai promis que je rentrerai. »« Danny, attends, » ai-je dit en posant une main sur son bras. « Ne sors pas là-bas seul. Il fait noir et cet endroit semble dangereux. Des planches pourries, peut-être des puits où. » Mais il avait déjà ouvert la portière. « Merci pour le trajet, Earl, » a-t-il dit en attrapant son sac de voyage. « J'apprécie vraiment tout ce que tu as fait. » Il est descendu de la cabine avant que je ne puisse l'arrêter. Je l'ai regardé marcher vers les ruines, sa silhouette devenant de plus en plus petite et indistincte dans l'obscurité au-delà de mes phares. Il marchait avec détermination, comme s'il savait exactement où il allait, malgré le fait qu'il n'y avait rien là-bas, à part des pierres de fondation envahies et du bois pourri. Il s'est arrêté à ce qui aurait pu être les marches avant de l'ancienne maison et est resté là un moment, simplement à regarder. Puis il a appelé, sa voix portant clairement dans l'air nocturne immobile. « Maman, papa, je suis rentré. » Le silence qui a suivi a été absolu. Aucune réponse, aucun mouvement, juste le doux ronronnement de mon moteur diesel et le murmure du vent dans les arbres. Danny est resté là pendant ce qui m'a semblé être une longue période, attendant une réponse qui n'est pas venue. Finalement, il s'est retourné vers le camion. Même de loin, je pouvais voir que quelque chose avait changé dans sa posture. Ses épaules étaient affaissées, sa tête baissée. Il avait l'air vaincu, perdu. Il a marché jusqu'au côté passager de la cabine et m'a regardé à travers la vitre. Sous la lumière crue de mes phares, son visage semblait plus jeune, d'une certaine manière, plus vulnérable. « Je suppose qu'ils ne sont pas là » a-t-il dit doucement. « Je suis désolé, Danny » ai-je dit. « Monte, retourne avec moi. Nous allons trouver une solution. » Mais il a secoué la tête. « Non, je pense que je vais rester un moment. Regarder autour. Voir si je peux trouver des indices sur où ils sont allés. Peut-être qu'il y a quelque chose dans les ruines. Une indication de ce qui s'est passé. Danny, tu ne peux pas rester ici, ai-je dit. Il est minuit passé et cet endroit n'est pas sûr. Reviens en ville avec moi. Nous trouverons un motel et tu pourras commencer à faire des recherches demain matin. Je vais bien, a-t-il dit. Je connais cet endroit. J'y ai grandi. Il y a un ruisseau à environ 100 mètres qui me fournira de l'eau, et j'ai de la nourriture dans mon sac. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir, pour me souvenir. Je n'aimais pas ça, mais je pouvais voir qu'il avait pris sa décision. Parfois, les gens ont besoin de traiter les choses à leur manière, surtout quand il s'agit de famille et de retour à la maison. Peut-être qu'une nuit seule dans cet endroit l'aiderait à accepter que ses parents avaient tourné la page.
Ou peut-être qu'il se souviendrait d'un détail qui l'aiderait à les retrouver. Prends au moins ma carte, ai-je dit en sortant une de mes cartes de visite et en écrivant mon numéro de portable au dos. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, ou si tu veux un trajet pour retourner en ville. Il a pris la carte et l'a glissée dans la poche de sa veste. Merci, Earl. Tu as été plus que gentil. Je n'oublierai pas ça. Je l'ai regardé marcher vers les ruines, puis j'ai soigneusement fait demi-tour avec le gros camion dans la clairière et je suis retourné sur le chemin de terre vers l'autoroute. Il a fallu quelques manœuvres pour faire demi-tour sans reculer dans les arbres, mais j'ai réussi. En partant, j'ai pu voir Danny dans mon rétroviseur, debout seul dans la clairière, une petite silhouette se découpant contre l'obscurité. Le trajet de retour à Anchorage s'est déroulé sans incident, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Danny et à sa situation. Quelque chose dans toute cette histoire me dérangeait, bien que je ne puisse pas mettre le doigt sur ce que c'était exactement. Peut-être était-ce la façon dont il avait été si certain que ses parents vivaient encore là, même après 30 ans. Peut-être était-ce la tristesse dans sa voix lorsqu'il parlait de la dispute qu'il avait eue avec son père. Ou peut-être était-ce simplement la désolation de cette clairière abandonnée. Le sentiment de perte et de vide qui semblait planer sur l'endroit comme un brouillard. Je suis rentré à Anchorage vers 8 h du matin, lundi, et je suis directement rentré chez moi, dans mon petit appartement du côté nord de la ville. J'étais fatigué, mais je ne pouvais pas dormir. Je continuais à penser à Danny, debout là dans cette clairière, appelant des parents qui n'étaient pas là. Peut-être qu'ils n'y étaient plus depuis des années. Finalement, vers midi, j'ai décidé de faire quelques recherches. J'ai commencé par l'annuaire téléphonique de Fairbanks, à la recherche de Morrison dans la région. Il y en avait quelques-uns, mais lorsque je les ai appelés, aucun ne savait rien d'un Danny Morrison ou d'une famille ayant vécu sur Birchland. Ensuite, j'ai essayé les bureaux de la ville de Fairbanks, demandant des registres fonciers pour la zone où j'avais déposé Danny. La secrétaire a été serviable, mais elle a dit que le registre montrait que toute cette section était une forêt non développée. Selon leur carte, il n'y avait pas de Birchland, pas de propriété résidentielle, pas de ferme dans cette zone. Êtes-vous sûr de l'emplacement, a-t-elle demandé. Parfois, les gens se trompent sur les noms de routes ou les limites de propriété, surtout dans les anciennes zones en dehors de la ville. Je lui ai donné les coordonnées exactes de mon GPS et elle a vérifié à nouveau. Même résultat. Forêt non développée, pas de zonage résidentiel, aucun enregistrement de structure ayant jamais été construite là-bas. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'inquiéter sérieusement. J'ai appelé les Alaska State Troopers et j'ai signalé que j'avais déposé un autostoppeur dans ce qui semblait être une zone abandonnée et que je m'inquiétais pour sa sécurité. Ils ont dit qu'ils enverraient une voiture de patrouille pour vérifier la zone, mais ils m'ont prévenu que si c'était vraiment une forêt non développée, cela pourrait leur prendre un certain temps pour localiser l'endroit exact. La trooper Jennifer Walsh m'a rappelé vers 18 h. Monsieur Hutchinson, a-t-elle dit, nous avons trouvé la clairière que vous avez décrite, mais il n'y avait aucun signe de l'individu que vous avez déposé. Aucune empreinte de pas, aucune végétation perturbée, aucun équipement de camping. C'était comme si personne n'avait été là récemment. Êtes-vous sûr que c'est là que vous l'avez déposé, a-t-elle demandé. Absolument, ai-je répondu. Je sais exactement où j'étais. Les coordonnées GPS correspondent, et je me souviens du chemin de terre, de la façon dont il serpentait à travers les arbres, de la taille et de la forme de la clairière. Eh bien, il y a définitivement des preuves d'anciennes structures, a dit la trooper Walsh. On dirait que quelqu'un a vécu là à une époque, mais c'est abandonné depuis de nombreuses années. Nous avons trouvé quelques pierres de fondation et du bois pourri, mais rien de récent. Peut-être qu'il a marché jusqu'à l'autoroute et a pris un autre trajet, ai-je suggéré. Peut-être, a-t-elle dit, mais elle ne semblait pas convaincue. Nous garderons un œil ouvert pour lui, mais s'il a quitté la zone de son plein gré, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. Les adultes ont le droit d'aller où ils veulent, même si cela semble être un mauvais jugement. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir du tout. Je repassais en revue la conversation que j'avais eue avec Danny, essayant de me souvenir de chaque détail. Quelque chose me turlupinait. Une incohérence ou un détail qui ne collait pas, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Vers 3 h du matin, cela m'a frappé. Ses vêtements. Ils étaient beaux, propres, bien entretenus. Pas neufs, mais pas vieux non plus. Le genre de vêtements que l'on porterait si on les avait achetés récemment, ou si on en avait pris soin depuis longtemps. Mais si Danny avait travaillé sur la construction de pipelines au Texas, vivant dans des motels et des camps de travail, ses vêtements auraient dû montrer plus d'usure.
Le travail de construction est dur pour les vêtements, et les hommes qui vivent sur la route pendant des mois n'ont généralement pas l'opportunité ou l'inclination de garder leur garde-robe en parfait état. Et ses mains, je me souvenais de lui avoir serré la main lorsqu'il s'était présenté. Elles étaient douces, pas calleuses comme on pourrait s'y attendre de la part de quelqu'un qui faisait des travaux de construction lourds. Ses ongles étaient propres et soigneusement coupés, sa peau lisse, à part le froid. Après 15 ans de travail sur les pipelines, les mains d'un homme devraient raconter l'histoire de ce labeur. Il y avait d'autres choses, aussi. Des détails qui avaient semblé normaux sur le moment, mais qui me paraissaient maintenant étranges. La façon dont il savait exactement où trouver du café et des beignets à la station-service, alors qu'il prétendait avoir été absent pendant 15 ans. La façon dont il parlait des lieux et des repères autour de Fairbanks comme s'il les avait vus récemment, et non comme quelqu'un se remémorant des souvenirs de décennies plus tôt. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à Fairbanks. Je me suis dit que je faisais simplement une livraison de routine. J'avais un chargement de fournitures de construction à livrer sur un chantier au nord de la ville. Mais en réalité, je voulais vérifier cette clairière à nouveau, voir s'il y avait un signe de Danny. Peut-être qu'il avait laissé un indice sur l'endroit où il était allé. Ou peut-être que j'avais repéré quelque chose que la trooper avait manqué. J'ai retrouvé le chemin de terre sans trop de difficultés et j'ai conduit jusqu'à la clairière. En plein jour, l'endroit semblait encore plus désolé qu'il ne l'avait été la nuit. La fondation de l'ancienne maison était envahie par les mauvaises herbes et les broussailles, et ce qui restait des structures en bois était gris et usé par les intempéries. Il était clair que personne n'avait vécu ici depuis de nombreuses années, peut-être des décennies. J'ai marché autour de la clairière, cherchant tout signe que Danny avait été là. Aucune empreinte de pas dans la terre molle, aucun sol perturbé où quelqu'un aurait pu installer un campement temporaire, aucune preuve de feu ou d'une autre activité humaine. C'était comme s'il n'avait jamais existé. J'étais sur le point de partir lorsque j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué la nuit précédente. Il y avait un petit cimetière familial à environ 50 mètres de l'ancienne fondation de la maison, caché derrière un bosquet de bouleaux. Je l'ai presque manqué en plein jour. Il était tellement envahi et négligé. J'ai marché à travers les hautes herbes et les mauvaises herbes pour y regarder de plus près. Il y avait peut-être une demi-douzaine de tombes, chacune marquée d'une simple croix en bois ou d'un marqueur métallique. La plupart des marqueurs étaient vieux et usés par les intempéries. Certains étaient penchés ou tombés complètement. Les dates que je pouvais distinguer dataient des années 1940 aux années 1990. J'ai traversé le petit cimetière, écartant la végétation envahissante pour lire les noms et les dates. La plupart d'entre eux étaient des gens dont je n'avais jamais entendu parler. Thompson, Anderson, Kowalski, des noms qui suggéraient les anciennes familles d'immigrants européens qui avaient colonisé cette région à l'époque territoriale. Puis j'ai trouvé ce que je cherchais, et mon sang s'est glacé. James Morrison 1943 à 1993. Époux et père bien-aimé. Margaret Morrison 1947 à 1993. Épouse et mère aimante. Daniel Morrison 1975 à 1993. Fils chéri. Tous les trois étaient morts en 1993. Tous les trois étaient morts le même jour, le 24 décembre 1993, le réveillon de Noël. Je suis resté là à fixer ce dernier marqueur pendant un long moment, mon esprit essayant de traiter ce que je voyais. Danny Morrison, 1975 à 1993. Il aurait eu 18 ans lorsqu'il est mort, il y a 30 ans, presque jour pour jour. Selon les dates sur les pierres tombales, Danny Morrison était mort le réveillon de Noël 1993. La même nuit où il m'avait dit être parti de chez lui après une dispute avec son père, et ses parents étaient morts le même jour. J'ai sorti mon téléphone portable avec des mains tremblantes et j'ai rappelé les State Troopers. Lorsque la Trooper Walsh a répondu, j'ai à peine pu sortir les mots. Je dois signaler. Je pense que je dois signaler quelque chose concernant cette affaire de personnes disparues, l'autostoppeur que j'ai déposé hier. De quoi s'agit-il, monsieur Hutchinson? Il y a un cimetière ici, des tombes. Je pense qu'il est mort depuis 30 ans. Il y a eu une longue pause. Monsieur, quand avez-vous passé votre dernier examen médical? Des antécédents d'hallucinations, de troubles du sommeil, de médicaments qui pourraient causer de la confusion? Je savais comment cela sonnait. Je savais à quel point toute l'histoire était folle. Mais je savais aussi ce que j'avais vécu. Et j'avais une preuve qu'il ne pouvait pas expliquer. Suivez-moi jusqu'à mon camion, ai-je dit. Lorsque nous sommes arrivés là où j'avais garé Bertha,
j'ai ouvert la portière passager et j'ai pointé quelque chose sur le plancher de la cabine. C'était un grand gobelet en papier de la station-service de Cantwell, encore à moitié plein de café froid. Le gobelet que Danny avait acheté pour lui-même lorsque nous nous étions arrêtés pour faire le plein. Je ne l'ai pas mis là, ai-je dit. Et il n'y a aucun moyen qu'il ait pu être laissé par un trajet précédent. Je garde ma cabine propre, et je ne laisse jamais traîner de déchets. La Trooper Walsh a examiné le gobelet avec soin, a pris quelques photos, et l'a finalement scellé dans un sac à preuves. Nous allons le faire analyser pour les empreintes digitales, a-t-elle dit. Bien que je dois vous avertir de ne pas trop vous attendre. Les gobelets en papier ne sont pas la meilleure surface pour relever des empreintes. Mais elle avait tort à ce sujet. Les résultats des empreintes digitales sont revenus 2 semaines plus tard. Les empreintes sur le gobelet correspondaient à celles enregistrées pour Daniel Morrison, qui avait été signalé disparu le 23 décembre 1993 après avoir quitté le domicile familial à la suite d'une dispute avec son père. Selon le rapport de police, Danny était sorti de la maison vers minuit le 23 décembre après une violente dispute concernant son comportement et son avenir. Ses parents s'attendaient à ce qu'il se calme et rentre pour le matin de Noël, mais il ne l'a jamais fait. Sa voiture avait été retrouvée 3 jours plus tard au fond d'un ravin escarpé à environ 16 km de la ferme familiale. Le véhicule était sorti de la route pendant une tempête de verglas le réveillon de Noël. Apparemment, alors que Danny essayait de rentrer chez lui, il était mort sur le coup. Le rapport notait que les parents de Danny, James et Margaret Morrison, avaient été dévastés par la mort de leur fils. Ils se blâmaient pour la dispute qui l'avait poussé à quitter la maison, et ils ne s'étaient jamais remis de la culpabilité et du chagrin. Le même jour où le corps de leur fils avait été retrouvé, ils s'étaient suicidés dans leur maison. La propriété avait été abandonnée depuis. Aucun parent n'était venu la réclamer, et l'État avait finalement pris possession du terrain pour des impayés de taxes. La maison avait été laissée à se détériorer naturellement, et la nature avait lentement commencé le processus de récupération de la ferme. La Trooper Walsh m'a appelé personnellement avec les résultats. Monsieur Hutchinson, a-t-elle dit, j'ai été trooper pendant 8 ans, et j'ai vu beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer, mais ça, c'est quelque chose d'autre. Qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé, ai-je demandé. Elle a été silencieuse pendant un long moment. Franchement, je pense que peut-être certaines personnes se perdent entre ici et là où elles sont censées aller ensuite, et peut-être qu'elles ont parfois besoin d'aide pour trouver leur chemin vers la maison. Mais pourquoi moi? Pourquoi est-il apparu à moi? Je ne sais pas, a-t-elle dit. Peut-être parce que vous êtes le genre de personne qui s'arrête pour aider un inconnu. Peut-être parce que vous alliez dans la bonne direction. Ou peut-être que c'était juste le hasard. Je n'ai plus jamais conduit sur la Sty Highway après cela. Je n'ai pas pu me résoudre à le faire. Même si la partie rationnelle de mon esprit essayait de trouver des explications logiques à ce qui s'était passé, je savais ce que j'avais vécu. J'avais donné un trajet à un homme qui était mort depuis 30 ans. Un homme qui essayait toujours de rentrer chez lui, auprès de parents qui étaient morts de chagrin à cause de sa perte. Pendant des semaines après l'incident, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Danny Morrison. J'ai fait des recherches sur la famille autant que j'ai pu. J'ai parlé à des anciens de Fairbanks qui s'en souvenaient. J'ai essayé de reconstituer l'histoire de ce qui s'était passé dans cette maison le réveillon de Noël 1993. Ce que j'ai appris a brossé le portrait d'une famille détruite par un moment de colère et de fierté. James Morrison était un homme travailleur, un charpentier qui avait construit la maison de sa famille de ses propres mains dans les années 1970. Il avait grandi pauvre dans le Minnesota et était venu en Alaska à la recherche d'opportunités et d'un nouveau départ. Margaret était une enseignante originaire de l'Oregon qui avait rencontré James lors d'un rassemblement à l'église à Fairbanks et était tombée amoureuse de lui et de la beauté sauvage de l'Alaska. Danny était leur seul enfant, né alors qu'ils avaient la trentaine et avaient presque abandonné l'espoir d'avoir des enfants. À en croire les récits, c'était un enfant brillant, bon en sport, populaire parmi ses camarades de classe. Mais comme beaucoup de jeunes hommes en Alaska au début des années 1990, il avait été séduit par la perspective d'argent facile dans les champs pétrolifères et les chantiers de construction, et il avait commencé à s'éloigner des attentes et des valeurs de ses parents. Les gens dont j'ai parlé se souvenaient de la famille comme étant proche et aimante, ce qui rendait la tragédie encore plus déchirante. Si James Morrison n'avait pas perdu son sang-froid cette nuit-là, si Danny n'avait pas été si têtu et fier, si la tempête de verglas n'avait pas frappé juste au moment où Danny conduisait pour s'excuser, n'importe lequel de ces facteurs aurait pu changer le résultat. Au lieu de cela, une famille qui s'aimait a été détruite par une tempête parfaite de mauvais timing, de mots durs et d'une météo impitoyable.
Plus j'en apprenais sur la famille Morrison, plus je comprenais pourquoi l'esprit de Danny errait encore, essayant toujours de rentrer chez lui. Il était mort avant de pouvoir régler les choses avec ses parents, avant de pouvoir s'excuser pour les choses blessantes qu'il avait dites, avant de pouvoir leur prouver que leur amour et leurs conseils avaient finalement compté pour lui. Et ses parents étaient morts en croyant qu'ils avaient échoué en tant que parents, que leur dernière conversation avec leur fils avait été une conversation en colère, qu'il était mort en pensant qu'il ne l'aimait pas. Parfois, tard dans la nuit, lorsque je conduis sur les longs tronçons solitaires de l'autoroute de l'Alaska, je pense à Danny Morrison. J'espère qu'il a trouvé son chemin vers l'endroit où il était censé aller. J'espère qu'il est finalement rentré chez lui, auprès des gens qu'il aimait, même si cela a pris 30 ans et la gentillesse d'un inconnu pour l'y amener. Mais je pense aussi aux leçons que son histoire enseigne, à l'importance de ne pas laisser la fierté et la colère creuser des fossés entre les gens que nous aimons, au danger de supposer qu'il y aura toujours du temps pour s'excuser, pour arranger les choses, pour dire les mots qui doivent être dits. Je pense à ma propre relation avec mon père, à la façon dont nous avions eu nos différences au fil des ans, mais avions toujours réussi à les régler avant qu'il ne soit trop tard. Et je pense à mon ex-femme Janet, à la façon dont, même si notre mariage n'avait pas fonctionné, nous avions réussi à mettre fin aux choses sans les amères récriminations qui auraient pu nous hanter pendant des années. Tout le monde n'a pas cette chance. Parfois, les gens meurent avec des choses non dites, des relations non réparées, de l'amour non exprimé. Et peut-être que ces histoires inachevées créent une sorte de gravité spirituelle qui maintient les âmes ancrées au lieu et aux personnes qu'elles ne peuvent pas tout à fait quitter. Je ne prends plus d'autostoppeur. Plus jamais. Parce que parfois, les personnes qui se tiennent sur le bord de la route ne cherchent pas un trajet vers l'endroit où elles vont. Parfois, elles cherchent un trajet vers l'endroit où elles sont déjà allées. Et c'est un voyage que je ne suis pas prêt à refaire. Le gobelet en papier que Danny a acheté cette nuit-là est toujours en stockage de preuves quelque part à Fairbanks, classé avec toutes les autres choses inexplicables qui se produisent dans cet état vaste et sauvage. Mais je n'ai pas besoin de preuves physiques pour savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Je sais. J'ai donné un trajet à un fantôme. J'ai aidé une âme perdue à trouver son chemin vers une maison qui n'existait que dans la mémoire et le désir. L'Alaska est un grand endroit rempli d'histoires qui n'ont pas de sens pour les gens de l'extérieur. Des histoires de choses vues dans la nature sauvage, de voix entendues dans le vent, de rencontres qui défient l'explication. La plupart des gens dans les 48 États continentaux rejetteraient de telles choses comme des superstitions de frontières ou le produit de trop d'isolement et de trop peu de contact humain. Mais ces gens n'ont jamais conduit seuls à travers la nuit alaskienne. Ils n'ont jamais senti le poids de tout ce vide qui les entoure. Ils ne se sont jamais arrêtés pour aider un inconnu sur une autoroute sombre et se sont retrouvés faire partie d'une histoire qui a commencé des décennies avant leur naissance. J'ai 52 ans maintenant et je conduis sur ces routes depuis 30 ans. J'ai vu les aurores boréales danser dans le ciel comme les esprits des morts. J'ai senti la terre trembler sous mes roues pendant les grands tremblements de terre. J'ai regardé les saisons changer de l'obscurité infinie de l'hiver à la lumière infinie de l'été et vice-versa. Ce pays entre dans votre sang, devient une partie de qui vous êtes, et il ne vous lâche jamais. Mais il vous enseigne aussi qu'il y a plus de choses au ciel et sur la terre que n'en rêve notre philosophie, comme le dit le vieux dicton. Il vous enseigne que la ligne entre les vivants et les morts n'est pas toujours aussi claire que nous aimerions le penser. Et il vous enseigne que parfois, la plus grande gentillesse que vous puissiez montrer à un inconnu est de l'aider à trouver son chemin vers la maison. Même si la maison est un endroit qui n'existe que dans la mémoire et dans l'espace entre un battement de cœur et le suivant. Danny Morrison a trouvé son chemin vers la maison cette nuit-là. J'en suis sûr. Et peut-être que c'est tout ce que nous pouvons espérer à la fin. Que lorsque notre temps viendra, lorsque nous serons ceux qui se tiendront sur le bord de la route avec le pouce levé, quelqu'un s'arrêtera et nous donnera ce trajet. Parce qu'au final, nous essayons tous de rentrer chez nous. Même maintenant, 5 mois plus tard, je me réveille parfois au milieu de la nuit en pensant à ce trajet. Je me souviens du poids du brouillard qui pesait autour du camion. De la façon dont la voix de Danny sonnait lorsqu'il parlait de rentrer chez lui. Du silence absolu de cette clairière abandonnée lorsque je l'ai laissée là. Mais surtout, je me souviens du gobelet en papier. Ce gobelet en papier avec les empreintes digitales de Danny est dans un casier à preuve à Fairbanks. Une preuve physique que quelque chose d'impossible s'est produit lors d'une nuit brumeuse d'octobre. Les State Troopers ne savent pas quoi en faire. Cela ne rentre dans aucune catégorie de preuves qu'ils sont formés à gérer. Comment rédiger un rapport sur un fantôme qui a acheté du café dans une station-service? La Trooper Walsh est devenue une sorte d'experte officieuse des phénomènes inexpliqués en Alaska. Elle me dit que mon cas n'est pas unique, que l'État reçoit des rapports d'incidents similaires plusieurs fois par an.
Des autostoppeurs qui disparaissent. Des conducteurs qui donnent des trajets à des personnes qui se révèlent avoir été mortes depuis des années. Des passagers qui connaissent des choses sur des lieux où ils ne sont jamais allés ou qui se souviennent d'événements qui se sont produits avant leur naissance. L'Alaska est différent, m'a-t-elle dit lors d'une de nos conversations. Les distances, l'isolement, les extrêmes de météo et de lumière et d'obscurité. Peut-être que tout cela crée des conditions où les règles normales ne s'appliquent pas toujours. J'ai appris à vivre avec l'incertitude, la connaissance que j'ai vécu quelque chose qui ne peut pas être expliqué par un cadre rationnel que je comprends. Cela m'a changé de façon que je suis encore en train de comprendre. Je suis plus prudent avec les mots que je prononce en colère, plus conscient des relations que je pourrais tenir pour acquises. J'appelle mon ex-femme plus souvent que je ne le faisais avant. Pas parce que je veux me remettre avec elle, mais parce que la vie est courte et imprévisible, et que parfois les gens n'ont pas de seconde chance pour dire ce qui doit être dit. Je suis aussi devenu une sorte de conseiller informel pour d'autres conducteurs qui ont eu des expériences similaires. La nouvelle se répand dans la communauté des camionneurs, et tous les quelques mois, quelqu'un me cherche dans une station-service ou appelle l'entreprise en demandant à parler avec ce conducteur qui a pris le fantôme en stop. Ils veulent raconter leurs propres histoires, parler à quelqu'un qui ne les regardera pas comme s'ils étaient fous ou ne leur suggérera pas qu'ils ont besoin d'aide professionnelle. Il y a Jimmy Kowalski, qui jure avoir donné un trajet à une femme en robe blanche qui s'est avérée être morte dans un accident de voiture sur le même tronçon d'autoroute 20 ans plus tôt. Il y a Maria Santos, qui a pris un vieil homme autochtone à l'extérieur de Talkeetna, qui lui a parlé en anglais parfait de lieux qu'elle n'avait jamais visités, puis a disparu du siège passager alors qu'elle était arrêtée dans une aire de repos. Il y a Bob Fletcher, qui a trouvé un jouet d'enfant dans sa cabine après avoir donné un trajet à une famille qui, selon les registres locaux, avait péri dans un incendie de maison des décennies avant sa naissance. Les histoires sont toutes différentes, mais elles partagent des éléments communs, des autoroutes isolées, du brouillard ou une mauvaise météo, des passagers qui semblent ordinaires jusqu'à ce que vous commenciez à remarquer les détails qui ne collent pas. Et toujours une petite preuve physique laissée derrière. Un gobelet en papier, un ruban pour les cheveux, un jouet, un morceau de papier avec une écriture dessus. La preuve que quelque chose s'est passé, même si nous ne pouvons pas expliquer quoi. J'ai commencé à tenir un journal de ces rencontres, en partie pour ma propre paix d'esprit et en partie parce que je pense que quelqu'un devrait documenter ces expériences. Peut-être qu'un jour, quelqu'un de plus intelligent que moi sera capable de donner un sens au schéma, de comprendre ce qui crée les conditions permettant aux morts de faire de l'autostop avec les vivants. Ou peut-être que ce n'est pas le but. Peut-être que le but est plus simple que cela. Peut-être que le but est simplement que l'amour ne s'arrête pas lorsque la vie le fait. Que les liens entre les gens peuvent être plus forts que la mort, plus forts que le temps, plus forts que les lois physiques qui sont censées régir le fonctionnement du monde. Peut-être que Danny Morrison est apparu sur cette autoroute parce que son amour pour ses parents était si fort qu'il a créé une sorte de balise, un signal qui a appelé à travers 30 ans de séparation pour trouver quelqu'un qui pouvait l'aider à rentrer chez lui. J'y pense beaucoup ces jours-ci, surtout lorsque je conduis seul à travers les longues nuits de l'Alaska. Je pense au pouvoir des affaires inachevées, au poids des mots non prononcés, à la gravité de l'amour qui refuse d'être contenu par quelque chose d'aussi simple que la mort. Et je pense au fait que, dans un sens cosmique, j'étais exactement là où je devais être cette nuit d'octobre. Que parmi tous les conducteurs qui auraient pu être sur ce tronçon d'autoroute à ce moment précis, Danny Morrison a trouvé celui qui s'arrêterait, qui écouterait, qui le ramènerait chez lui, même si la maison s'est avérée être un endroit qui n'existait que dans la mémoire et le chagrin. Il y a une responsabilité qui vient avec cette réalisation, un sentiment que j'ai été choisi pour ce rôle dans une histoire bien plus grande que ma propre compréhension. Je ne sais pas pourquoi j'ai été sélectionné pour être le dernier trajet de Danny à la maison, mais je suis honoré de l'avoir été. À ma petite manière, j'ai pu aider à guérir une blessure qui saignait depuis 30 ans, à fermer un cercle qui avait été laissé ouvert depuis le réveillon de Noël 1993. Ces jours-ci, je conduis sur des itinéraires différents de ceux que je faisais avant. J'ai demandé à la centrale de me garder sur les trajets plus courts, les courses de jour, les voyages qui ne me font pas traverser les longs tronçons solitaires d'autoroute où le brouillard s'installe épais et où les frontières entre les mondes deviennent minces. Ce n'est pas que j'ai peur, bien qu'il y ait des moments, généralement tard dans la nuit, où je me souviens de la froideur absolue de la main de Danny et que je ressens un frisson qui n'a rien à voir avec la météo. C'est plus que je sens que j'ai rempli mon rôle dans quelque système cosmique qui régit ces rencontres. J'ai donné à Danny Morrison son dernier trajet à la maison. Je l'ai aidé à trouver son chemin vers les gens qu'il aimait. Je lui ai permis de terminer enfin le voyage qu'il avait commencé il y a 30 ans, lors d'un Noël glacé.
Peut-être que c'est maintenant au tour de quelqu'un d'autre de s'arrêter pour l'inconnu qui se tient sur le bord de la route. Au tour de quelqu'un d'autre d'offrir un trajet à un passager qui a plus besoin de rentrer chez lui que de rester dans le monde des vivants. Mais je pense encore à cette nuit et je me demande toujours sur les grandes questions qu'elle soulève. Si Danny Morrison a pu faire de l'autostop à travers 30 ans de mort, qui d'autre pourrait être là-bas, marchant le long des autoroutes et des routes secondaires de l'Alaska, attendant que quelqu'un s'arrête? Combien d'histoires inachevées se jouent encore dans les espaces entre ce que nous pouvons voir et ce que nous pouvons comprendre? Parfois, lorsque je conduis dans des zones où je sais que des tragédies se sont produites, des tronçons d'autoroutes connus pour des accidents mortels, des villes où des meurtres ou des disparitions ont laissé des familles sans réponse, je me surprends à surveiller le bord de la route plus attentivement que je ne le faisais avant. Non pas parce que je veux prendre un autre passager fantôme, mais parce que j'ai appris que les morts ne restent pas toujours morts. Et que parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour quelqu'un est de l'aider à trouver son chemin vers l'endroit où il est censé être. L'Alaska est rempli d'histoires inachevées. C'est un endroit où les gens viennent pour recommencer, pour échapper à leur passé, pour trouver quelque chose qu'ils ont perdu ou qu'ils n'ont jamais eu. Mais c'est aussi un endroit où le passé a une façon de vous rattraper. Où les fantômes des vieux choix et des opportunités manquées peuvent se manifester aussi réels que les aurores boréales dansant dans le ciel hivernal. J'ai fait la paix avec le fait d'être une partie de l'une de ces histoires. J'ai accepté que, lors d'une nuit brumeuse d'octobre, je suis devenu un personnage mineur dans un drame qui a commencé avant ma naissance et s'est conclu de façon que je ne comprends pas encore pleinement. J'ai donné à Danny Morrison un trajet à la maison. Et en faisant cela, j'ai appris quelque chose sur la persistance de l'amour, le pouvoir des affaires inachevées, et la fine ligne qui sépare le monde des vivants de ce qui vient après. L'autoroute de l'Alaska s'étend, vide et sans fin sous les étoiles du Nord. Et quelque part là-bas, dans l'espace entre ce que nous savons et ce que nous ne pouvons jamais comprendre, les morts voyagent encore, cherchent encore, espèrent encore trouver leur chemin vers la maison. Je prie simplement que, lorsque mon temps viendra, lorsque je serai celui qui se tiendra sur le bord de la route avec le pouce levé, quelqu'un s'arrêtera et me donnera ce trajet. Parce qu'au final, nous essayons tous de rentrer chez nous. Que nous soyons vivants ou morts, que la maison soit un endroit que nous pouvons toucher ou un endroit qui n'existe que dans la géographie de la mémoire et de l'amour. Et parfois, rentrer chez soi nécessite la gentillesse d'inconnus qui sont prêts à conduire dans l'inconnu, à prendre des passagers qui portent des histoires plus grandes qu'eux-mêmes, à devenir une partie de quelque chose qu'ils ne comprennent pas mais ne peuvent ignorer. Danny Morrison a trouvé son chemin vers la maison cette nuit-là. Je l'ai aidé à y parvenir, et en faisant cela, j'ai appris que la maison n'est pas toujours un endroit que l'on peut trouver sur une carte. Parfois, la maison est l'endroit où l'on est pardonné, où l'on est accueilli malgré ses erreurs, où l'amour attend patiemment que l'on trouve son chemin vers l'endroit où l'on appartient. Même si cela prend 30 ans, même si cela nécessite qu'un inconnu donne ce dernier trajet, même si la maison n'existe que dans l'espace entre un battement de cœur et le suivant, dans le moment où le temps s'arrête et où l'amour triomphe de la mort et où tous les morceaux brisés d'une famille sont enfin rendus entiers à nouveau. C'est ce que je crois être arrivé lors de cette nuit brumeuse d'octobre. C'est l'histoire que je porte avec moi maintenant alors que je conduis sur les autoroutes de l'Alaska, surveillant les autostoppeurs, écoutant les voix dans le vent, sachant que quelque part là-bas, quelqu'un d'autre pourrait avoir besoin d'un trajet pour rentrer chez lui. Et lorsque ce moment viendra, j'espère que j'aurai le courage de m'arrêter, d'offrir une main secourable à un inconnu, de devenir une partie d'une histoire plus grande que ma propre compréhension. Parce que c'est ce que nous nous devons les uns aux autres dans ce bref et mystérieux voyage que nous appelons la vie. La volonté de nous aider mutuellement à trouver notre chemin vers la maison. Peu importe à quel point nous avons voyagé ou combien de temps nous avons été perdus, la route continue à jamais, serpentant à travers la nature sauvage et la mémoire, à travers le pays des vivants et le pays des morts. Et quelque part le long de cette autoroute sans fin, l'amour attend pour nous guider vers la maison.